Simon Davis, bonjour. Bonjour Sylvain. Alors Simon, je vais te laisser te présenter, brièvement aux auditeurs, peut-être nous dire, d'où tu viens, ce que tu fais, quel est un peu ton quotidien et ton action sur la ville? OK, donc je suis, Simon Davis, je suis ingénieur de formation, et au quotidien, j'ai plusieurs activités. Déjà, je travaille dans le groupe, architectes ingénieurs associés, Aya Life Designers, dans lequel, je dirige une activité de conseiller en développement durable. Et ensuite, je suis vice-président de la fondation Aya, qui est, une entité, d'Aya, une fondation d'entreprise qui s'occupe de faire des recherches sur les liens entre architecture, santé et environnement. On va dire, de relier, toutes ces thématiques entre elles et pas les traiter de manière, indépendante. Et à côté de ça, j'ai aussi une petite activité d'enseignement. J'enseigne, à l'école spéciale d'architecture, un module qui s'appelle, un peu pompeusement, «Du métabolisme humain au métabolisme urbain», où on traite voilà, cette vision assez systémique, de la ville en la corrélant à ce qui se produit aussi à l'échelle du métabolisme, individuel de chaque personne. Et donc tout ça se tient. Alors évidemment avec des petites journées, je suppose. Oui. On a alors nous, c'est ce qui nous intéressait, c'était d'avoir ce dialogue avec à la fois Mmh, un praticien mmh, et puis aussi au travers de la fondation, ce travail de prise de mmh, recul, est évidemment important. Alors quand on parle de santé et ce sera le mmh, sujet aujourd'hui, on sort ou on est encore dans une période très particulière mmh, avec ce temps très spécifique sur la façon dont on a vécu la ville avec le mmh, confinement. Toi, tu as à titre personnel et en tout cas professionnel, comment est-ce que tu as pu passer cette mmh. période de confinement? Alors oui, sur le plan un peu personnel, c'est vrai que moi je m'estime comme étant, avoir été assez privilégié, hein, pendant cette période de confinement, hein. Ne serait-ce que parce que j'ai une vue sur un espace vert depuis, ma fenêtre, hein, ce qui m'a permis d'assister au fabuleux spectacle de bourgeonnement de la nature. Je pense bien sûr à tous ceux qui ont été dans des environnements plus réduits et qui n'avaient pas la chance comme moi, dans un rayon d'1 kilomètre, d'avoir, de quoi s'alimenter, de quoi se promener aussi un peu quand le cœur nous en disait. Professionnellement, ça a été une période curieusement, dense en fait, peut-être plus dense que ce que j'en attendais. Pour moi, au démarrage du confinement, je le voyais un peu comme une promesse, d'introspection, en tout cas de Mmh. prendre le temps de. Et force est de constater, après 2 mois qui sont passés, très rapidement, que cette promesse, elle est un petit peu déçue quoi, quelque part. Donc je me dis maintenant que c'est maintenant, après le confinement, que je vais essayer de prendre ce temps-là. Donc tu fais partie de ceux qui ont Mmh. empilé au début une pile de bouquins, à côté de leur bureau et les Alors, bouquins sont encore là. j'ai fait ma liste au début du confinement effectivement, et je crois que, le résultat est assez, ouais, assez désespérant, parce que j'ai pas fait le tiers de ce que je m'étais dit en me disant que j'allais profiter de cette période. Après, c'est vrai que professionnellement également, vu qu'on traite, nous, de longue date à la fondation, des liens entre urbanisme et santé, on se sentait, complètement rattrapé par notre sujet, dans cet épisode qu'on a tous, traversé avec la crise, sanitaire. Et on a mis beaucoup de temps même à réagir ou à s'exprimer, sur le sujet, parce qu'on va dire que l'expérience, c'est de montrer qu'il faut une certaine prudence et de rang d'observation pour le faire. Et encore aujourd'hui, là, je m'exprime vraiment, au nom de la fondation, alors parfois avec des réflexions un petit peu personnelles, mais voilà, je fais un coucou là d'ailleurs à tous les chercheurs de la fondation qui écoutent peut-être. Et voilà, j'espère que je vais bien restituer leur travail. Je m'en fais le porte-parole en tout cas aujourd'hui. En tout cas, on se donne le droit aujourd'hui de toute manière de tester des Mmh, choses, heu mmh, et de partager aussi des sensations. On n'est sûrement pas au moment de la conclusion sur cette période, mmh, tout à fait. et sur la compréhension de l'impact à la fois de la pandémie, mais aussi de ce Mmh, mode de vie très particulier, heu, mmh, qui a réorganisé la ville autour de mmh, cette période de confinement. Je pour avoir eu l'occasion d'en discuter avec toi, pour nous, c'était aussi important, on partageait cette sensation-là de distinguer, d'un mmh. côté les constats et Ouais, finalement une période extrêmement propice à observer, un peu observation. la ville de biais, Mmh, de quelque part les questionnements ou les conclusions qu'on pouvait tirer sans doute mmh. plutôt plus tard. Peut-être en termes de constats, Mmh. sur cette période particulière, qu'est-ce qu'aujourd'hui tu retiens?
Moi, je garde de cette période-là de confinement et de ces balades, finalement assez courtes, urbaines, une ville dénuée de ses occupants, voilà, une impression, bizarre, un peu dystopique, mais de voir une ville vide, mais finalement, pas vide de piétons, hein, comme, je l'expliquais là dans l'article qui est sur votre blog, mais plutôt vide de véhicules quoi, Mmh de mh. voitures. Par ce jeu de négatif, là où on voyait que l'asphalte, que cette place allouée, usuellement, aux véhicules, on se rend vraiment compte des disproportions, en tout cas des surfaces importantes qui sont occupées par les véhicules et la question du silence aussi, la question des bruits de la ville quand il n'y a pas la voiture est aussi assez passionnante. Finalement, une voiture qui passait pendant le confinement, ça devenait un événement, alors que d'habitude on est noyé dans ce flot continu, de sons et donc bien sûr, c'était assez étonnant. Après c'est vrai qu'on a beaucoup parlé, des différentes, créatures qui se sont baladées dans nos villes, Oui. pendant le confinement. On a parlé, je sais plus des sangliers, à Melun, on a parlé des kangourous à Brisbane, on a parlé, de toutes ces choses-là. Moi, il y a d'autres, étranges créatures que j'ai vues, dans la rue pendant le confinement en tout cas, ce sont les enfants. En fait, Mmh. on a vu beaucoup d'enfants comme ça qui jouaient dans la rue et ça avait quelque chose de curieux. On n'est pas habitué à les voir ainsi jouer, devant chez eux, sur une rue qui est complètement vidée de voitures et ça, c'était plutôt, on va dire, une vision assez positive, quoi et voilà, un quartier aujourd'hui où l'enfant peut trouver sa place, sur la voirie, c'est intéressant. Après, bon là, on va pas se bercer d'optimisme non plus, hein. Les constats qu'on peut en faire, elles sont, assez fidèles à l'un de nos cœurs de réflexion à la fondation qui sont les inégalités de santé. Le confinement en premier lieu, c'est une inégalité de santé, très, très importante, hein, vu qu'on n'a pas tous d'espace extérieur privatif, ni de services de proximité comme on le disait juste avant et ça se traduit, même de manière chiffrée maintenant dans les études, qui sortent sur les chiffres de surmortalité. Les inégalités de santé, bon, pas on n'a pas attendu la fondation Aya pour les étudier sur les territoires, mais on voit que voilà, des territoires particulièrement défavorisés, comme notamment Saint-Denis à Paris, qui cumulent exposition aux pollutions, taux de diabète important dans la population, absence parfois de services de proximité ou d'accès à une alimentation saine, taux de surpoids important. Bah, effectivement, c'est aussi les plus touchés malheureusement par l'épidémie. Et j'évoquais là dans l'article l'ouvrage d'Emmanuel Vigneron sur le sujet Mmh. du RERB et le fait que d'une station à l'autre, effectivement, on peut perdre plusieurs années d'espérance de vie et que la mortalité entre les quartiers chics et effectivement des quartiers plus défavorisés, la surmortalité prématurée peut même augmenter de près de 50% quoi, sur une même ligne de RER. Quoi. Donc ça, c'était un petit peu voilà, un constat un peu plus négatif quoi, pour le coup, c'est que c'était un révélateur pour moi d'inégalité, un Et vrai que pour révélateur d'inégalité. des inégalités qu'on connaissait pour le coup, mais Mmh, qui viennent se surimposer aujourd'hui ouais, à l'impact de la pandémie. On retrouve ces mmh, impacts-là aux États-Unis, hein, où mmh, finalement, c'est pas tant la forme urbaine, la densité de la ville, et cetera, qui permet mmh, de savoir où est-ce mmh, qu'il y a eu plus d'impact, du mmh, virus, mais finalement des critères sociaux, avec notamment une communauté noire américaine qui a été mmh, extrêmement touchée, mmh, par le ouais, virus. Aussi lié et manifestement, mmh, c'est aussi présent dans le 93, au fait que mmh, sur les travailleurs qui sont restés actifs et qui donc ont mmh, été exposés, ouais, tout à c'est une fait. partie importante de ces populations-là. Mmh, Très clairement ouais, donc ça c'est clairement un élément à collecter en termes de mmh, constat. Il y avait d'autres éléments un mmh. peu saillants que tu voulais, On a parlé tout à l'heure de la place, du piéton et là mmh, même dans le confinement et le post, confinement, on en a fait, l'expérience et de manière assez intéressante où on a vu comme ça, une partie des surfaces commerciales, qui se sont quelque part externalisées directement sur les trottoirs et on a pu, ainsi faire le constat quelque part de l'étroitesse de ces trottoirs hein, pour faire la queue comme on peut le faire comme ça, où on est à cheval entre la place de parking et le trottoir. Et au-delà de ça, bah, je trouve que cette appropriation de l'espace public là, devant les commerces est tout à fait intéressante. C'est de nombreuses expériences urbaines, notamment à San mmh, Francisco, avec les parklets, le font de longue date. Là, avec le déconfinement, avec cette vague d'enthousiasme, on a vu finalement que c'est des choses assez
facile à réaliser, quoi. Et on nous oppose souvent le long-termisme de l'urbanisme et l'inertie qu'on peut pour créer une piste cyclable ou effectivement créer des lieux d'appropriation de la population. Là, on montre que cet urbanisme tactique, il a vraiment aussi sa place et qui peut être mis en place relativement rapidement. Puis quand c'est un échec, on le voit tout de suite et on peut changer. Donc pour moi, les deux ne s'opposent pas, en tout cas. Oui, donc à la fois, pour le coup, ce Mmh. que tu disais tout à l'heure, une démonstration Mmh. un peu par le négatif, pas par l'absurde pour le coup, mais Mmh. démonstration en négatif de Mmh. l'absurdité de la répartition de Mmh. l'espace public, Mmh. avec cette voiture qui finalement vient presque à manquer dans la rue, qui paraît Mmh. complètement vide avec Mmh. l'arrêt de la circulation. Mais aussi quand même le fait qu'on arrive à agir différemment au travers de ça, et Mmh. finalement on arrive à transformer très vite, beaucoup plus vite qu'on ne pouvait le Mmh. croire. Tant techniquement qu'en termes de mise en Mmh. dialogue, etc. Parce qu'on est motivé, parce qu'il y a un motif pour le faire, Mmh. Mmh. il y a une nécessité et finalement on arrive à bouger. Alors Mmh. ça vient questionner nos façons de faire la ville. Hein, Mmh. c'est peut-être un premier item qu'on va Ouais. pouvoir garder ou en tout cas essayer de se Ouais. souvenir demain Mmh. en sortie de crise. C'est le fait que Mmh. finalement la ville n'est pas immuable et qu'on ne met pas Mmh. nécessairement 10 ans à changer un bout de trottoir et que ça peut aussi aller vite quand on Ouais. s'en donne les moyens et qu'on est mobilisé. Mmh. Sur nos façons de faire la ville, à la fois cet Faire la impact vie. du virus sur la question de la Mmh. santé, mais aussi du confinement. Toi, déjà, tu as Mmh. quelques conclusions qui te paraissent claires ou quelques pistes Mmh. de réflexion ou de questionnement peut-être plutôt? Mmh. Alors oui, c'est pas du tout encore des Ouais. solutions, hein. C'est plutôt effectivement des pistes de questionnement. Je pense, bon, on en a parlé, hein, sur ce déséquilibre, sur l'espace public, mais il y a aussi une forme de déséquilibre dans l'espace, privatif et intérieur. Et quelque part, on ose espérer que ce confinement, il va interroger profondément les notions de dignité dans le cadre bâti. Actuellement, à la Fondation, on travaille avec Emmaüs Habitat et la Fondation Abbé Pierre sur ces sujets. On voit qu'ils sont très liés à l'émergence aussi de maladies chroniques et des inégalités de santé qui sont fortes. Donc sur cette idée de dignité, mais également sur cette idée de qualité d'usage ou de valeur qu'on saura associer à certaines choses et qui aujourd'hui ne trouvent pas leur place finalement dans l'échelle de valeur du monde de la construction ou du monde de l'immobilier. Se dire que voilà, le contact par exemple avec le végétal, il va prendre une valeur accrue de cette expérience quelque part d'isolement dans son propre logement. En tout cas, c'est ce que l'on peut espérer. De manière plus générale, on a vu qu'on s'était tous sentis vulnérables finalement pendant cette période et peut-être que notre rapport dans le projet à la vulnérabilité va être aussi, enfin ce que je souhaite, différent. C'est-à-dire qu'au lieu de faire un peu tabula rasa de cette vulnérabilité existante, par exemple sur un territoire, plutôt ouvrir les yeux sur cette vulnérabilité pour peut-être même en faire une force ou une chance pour le projet. Et je pense notamment à pas mal de programmations innovantes, d'hybridation au niveau des rez-de-chaussée, où ouvrir les yeux sur les populations vulnérables d'un territoire et ne pas faire voilà, tabula rasa de cette population-là, ça peut être aussi un axe tout à fait intéressant, mais qu'il faut qu'il soit en amont, bien sûr, du projet. La question de la santé, elle est présente hein, dans les politiques publiques, dans les façons de faire l'aménagement, dans les modes de faire depuis très très longtemps, hein. Quelque part, nous, il y a aussi beaucoup de bon sens hein, dans ce qui est énoncé ici. Toutefois, il y a quand même encore un déséquilibre entre le poids de certains déterminants de santé. On a parlé de la socio-économie, mais également des modes de vie Mmh. et la valeur voilà, qu'on peut leur donner aujourd'hui dans un programme, quoi, et qui peut parfois être un peu secondaire. Alors là, tu es à l'échelle du projet urbain. Peut-être Ouais. si on dézoome à la fois au niveau Ouais. historique et un peu plus global, Mmh. on sait hein, qu'on a Mmh. un lien fondamental entre l'urbanisme et les Mmh. questions de santé, hein, Mmh. notamment les questions d'hygiénisme. Euh, Mmh. est-ce que, est-ce que tu pourrais nous rappeler un Mmh. peu le tracé de ce lien qu'on a peut-être oublié? C'est-à-dire, Mmh. on a presque eu un certain nombre de réactions qui nous disaient bah, Mmh. il faut absolument que l'urbanisme se préoccupe de santé. Mmh. Alors, à la limite, c'est peut-être son Mmh. cœur, ou en Oui. tout cas, ça l'était, mais on a oublié un peu Mmh. ce lien fondamental entre les deux.
Alors bon, je ne vais pas me lancer effectivement dans une histoire complète sur urbanisme et Ouais. santé parce qu'on se rend compte depuis que les villes existent, finalement, les enjeux de santé sont au cœur bah, du processus de fabrication de la ville et de manière assez générale, on note des relations et des interactions fortes entre les courants de l'urbanisme d'un côté et les grands enjeux sanitaires d'une époque. On peut quand même en donner quelques exemples. Peut-être ce qu'on peut dire avant de les présenter, ces exemples, c'est que ce n'est pas une histoire linéaire. Mmh. C'est en fait quelque part, c'est vraiment un jeu d'interrelation. C'est pas à un moment j'ai une pathologie qui émerge, donc du coup je trouve une solution urbaine adaptée, une forme de remède urbain. C'est pas du tout comme ça. En fait, ça s'influence mutuellement et ça a été parfois, comme j'écrivais dans l'article, le fruit d'erreurs assez heureuses a posteriori. Alors on peut donner des exemples de ces dispositions assez heureuses a posteriori. Il y a notamment bah, toute la question de l'haussmannisme à Mmh. Paris, qui a été fortement influencée par les théories hygiénistes. Et donc, il faut se resituer à l'époque, hein, première partie du 19e siècle, dans laquelle il y avait très régulièrement des épidémies de choléra avec des taux de mortalité très importants, hein, bien supérieurs d'ailleurs à celui du coronavirus. Et on voit cette relation entre la théorie des hygiénistes qui disait que la maladie se transmettait par les miasmes, c'est-à-dire des espèces de nuages comme ça de vapeur d'eau qui transmettent les germes, qui sont très similaires d'ailleurs à celles qu'on a pu décrire pour le coronavirus, et l'émergence d'un urbanisme finalement assez aéré. On donne beaucoup plus de place au vent pour s'engouffrer, où le soleil a aussi beaucoup plus l'occasion de venir percoler les bâtiments. Donc ça, c'est ce qui a influencé assez directement l'haussmannisme. L'haussmannisme qui a été finalement une réponse assez heureuse aux épidémies de choléra, mais pas pour sa morphologie urbaine, plutôt par le fait qu'il s'est accompagné de grands travaux d'assainissement d'eau et également de mise en place du tout à l'égout. Et là, on doit plutôt tirer notre chapeau à des ingénieurs comme Albrand à l'époque, qui ont vraiment pensé le problème de l'approvisionnement en eau et de son assainissement à l'échelle de toute la ville de Paris, et en exploitant plutôt le souterrain. Et c'était quelque chose d'assez révolutionnaire à l'époque de mener une réflexion aussi systémique hein, sur le fonctionnement de la ville. Et bah, ce fonctionnement-là, il a après été imité par les autres métropoles. Oh, Un- donc un- on ouais, est à l'époque, on est à l'époque vraiment sur la question de la pandémie pour le coup, mm, enfin qui frappe tout à fait. régulièrement et de façon, Mm, extrêmement violente, notamment des mm, villes comme Paris. On vient mm, transformer la ville mm. pour répondre, à cet enjeu-là, mais dans une forme d'incompréhension finalement du phénomène Exactement. et finalement, quoi qu'il en soit, en bougeant, on Mm, améliore la situation, notamment par mm, ces mm, infrastructures primaires qui sont mm, aussi le cœur de notre action mm, comme urbaniste. Alors, à l'époque, c'était vraiment la question de la maladie qui survient, qu'on mm. vient de revivre là, Tout à qu'on fait. avait quelque part oublié, mais qui est donc aussi aux sources de l'urbanisme. Mm, Aujourd'hui, les enjeux de santé dans la ville et peut-être mm, justement pour sortir de cette mm, question de la crise et de la réponse à la crise et de se dire mm, plutôt qu'est-ce qu'on apprend de façon plus générale, notamment sur nos fragilités. Ce que tu mm, disais tout à l'heure, notre prise de conscience un peu générale. Comment est-ce qu'on mm, capitalise là-dessus par rapport aux enjeux de santé mm, de la vie en ville d'aujourd'hui qui dépassent simplement mm, mm. le Covid-19? Oui, tu as raison de le rappeler. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a même un peu changé notre définition de la santé. Avant, la santé, en tout cas dans l'inconscient collectif, se limitait à une santé à l'échelle de l'individu, à l'échelle vraiment du corps. On examinait le volet santé vraiment d'un point de vue physiologique et sur un temps très court. Aujourd'hui, notre définition de la santé, elle englobe à la fois le volet santé mentale, santé collective aussi, santé sociale, et surtout également, elle s'élargit complètement dans sa définition, elle se distend complètement dans le temps. C'est-à-dire qu'il y a également le volet préventif, Oui. donc éviter que la maladie fasse son apparition, et le volet, on va dire qu'on appelle nous s'épanouir ou épanouissement, qui est que on aura beau faire beaucoup d'efforts, les maladies apparaîtront,
et notamment les maladies chroniques, hein, qui sont en pleine explosion. Et en fait, il faudra aussi apprendre à vivre avec cette maladie, ou en tout cas faire en sorte que la ville, elle puisse permettre aux gens qui ont ces maladies-là de quand même s'épanouir malgré tout. Et donc c'est pas que guérir, Oui, c'est éviter de tomber malade, voire même vivre avec la maladie. Et tout quand on à dit fait. maladie, Mmh, c'est tout le scope, y mmh, compris, sur les mmh, questions de santé mentale et y compris le collectif. Donc on a mmh. complètement changé d'échelle, Ouais. hein, avec notamment Mmh, cet enjeu de la ville, pas qui soigne, mais mmh, qui évite de tomber malade, et la ville mmh, dans laquelle on peut vivre même si, on est affaibli d'une façon ou d'une autre, mmh, notamment par le vieillissement ou les enjeux de dépendance. Tu parles d'urbanisme favorable à la santé, donc là mmh. on est sur autre chose que la ville qui soigne, hein, très largement. C'est Mmh. comment ça peut se définir, hein? Alors, effectivement, quand on parle d'urbanisme favorable à la santé, ça peut faire sourire ou ça peut inquiéter pour pas mal de raisons. Les gens peuvent s'attendre à ce qu'on arrive, effectivement en costume de chirurgien, au rendez-vous, organisé, face aux élus. Hem, en fait, effectivement, on n'est pas dans cette logique du soin ou du système de soins, pas strictement en tout cas. Ce qu'on examine nous, c'est vraiment la question, de ce qu'on appelle les déterminants de santé, c'est-à-dire les différents facteurs qui vont influencer positivement ou négativement, notre santé. Et aujourd'hui, on estime que dans ces facteurs qui déterminent un peu la santé des individus, de manière bien sûr, moyenne, hein, donc il y a pas mal de cas particuliers, on a 20 à 25 de ces déterminants de santé qui sont déjà liés à l'environnement, c'est-à-dire l'air que l'on respire, l'eau que l'on boit, la température dans laquelle on se situe, et cetera. Quand on regarde maintenant la question des modes de vie et des facteurs socio-économiques, ça représente près de 50 de ces déterminants de santé. Donc on se dit que c'est 50 plus 20, ça fait 70%. C'est autant de facteurs qui sont influençables aujourd'hui par l'urbanisme, hein, mais pas que, hein, bien sûr. Mais on prend conscience de cette responsabilité forte, déterminante, que l'on a à regarder ces questions déterminantes de santé et surtout à positiver aussi cette question de la santé en incitant, on va dire, à la fois des modes de vie sains et d'être pas juste, on va dire, dans le fait d'éliminer un certain nombre de facteurs de crise que l'on peut rencontrer dans les villes. Euh, donc Dans voilà, je ne sais pas si ça répond totalement Ah ouais, à la complètement, question. mais donc on sort, enfin, Mmh, une fois de plus, hein, on est mmh, sur à la fois la question des fragilités, mais mmh, finalement sur une contextualisation, mmh, du regard et du travail de l'urbaniste, ouais, et dans lequel on met l'ensemble des acteurs de la ville mmh, quelque part, mmh, l'architecte et cetera, et toute mmh, l'ingénierie qui peut aller mmh, avec, sur un regard très, très large, et notamment mmh, l'ensemble de ces mmh, micros événements qui peuvent avoir des impacts extrêmement importants sur la santé de façon très large. mmh, C'est une autre façon de faire des constats, c'est aussi une autre mmh. façon de faire du projet. Oui. Ça s'applique aujourd'hui, ça prend Mmh, forme réelle pour qu'on comprenne bien. Est-ce que tu as mmh, des exemples, de pistes mmh. de travail ou de projets Oui. réalisés, d'urbanisme favorable à la Mmh. santé? Alors tu as très bien résumé les choses là, Sylvain. Dire que c'est pas une recette, hein, ou c'est pas une forme de médicalisation de l'urbanisme, hein. L'idée, c'est vraiment plutôt une prise en compte du coup de ce poids-là, de cette valeur-là, comme un facteur d'altérité du projet. Mais moi, bon, heureusement, entre guillemets, on n'a pas des indicateurs de santé dans tous les sens qui nous dessinent une ville parfaite, hein. Bien sûr, c'est un élément, quelque part une couche, un prisme qui est intéressant à regarder. Alors aujourd'hui, on a plusieurs projets là sur lesquels on mène cette démarche et notamment en lien avec l'EPAMarne là sur la commune de Bussy-Saint-Georges où on met en œuvre, on expérimente vraiment cette démarche d'urbanisme favorable à la santé. On peut donner quelques exemples comme ça de facteurs sur lesquels on enfin, est mis l'accent sur ce quartier-là. Il y a la question du design actif. Le design actif, c'est l'incitation à l'activité physique Mmh. au quotidien, pas seulement en mettant des agrès sportifs, hein, bien entendu, mais en regardant les choses voilà, de manière beaucoup plus fine, également dans quelque part les études que l'on a à notre disposition scientifique sur les incitations des différentes personnes à se déplacer. Et il faut inciter
pas que les personnes en bonne santé à se déplacer et à avoir une activité physique, il faut aussi voilà, inciter également les personnes âgées. Et donc, ça se couple forcément à ce qu'on appelle un design inclusif, c'est-à-dire qu'il va prendre soin de regarder des profils différenciés d'usagers, de regarder leur parcours et d'adapter aussi la ville à ces différents profils pour faire en sorte qu'il y ait quand même une activité physique. Je rappelle juste au passage que l'inactivité physique, c'est quand même le 4e facteur de mortalité mondiale. Bon, c'était avant le Covid, donc on Ouais. verra cette année. Mais c'est un vrai enjeu de santé publique aujourd'hui que de sortir de cette forte sédentarité des populations dans la ville. Alors, un autre exemple qui a été aussi développé là sur ce quartier que j'indique, c'est la question des aménités du végétal. Et de là, de la même manière que pour le design actif, l'idée, c'est d'aller dans une forme aussi de subtilité dans ce dialogue entre voilà, l'individu ou le groupe d'individus et la nature pour profiter de toutes ces aménités, mais qu'elles soient aussi, bien sûr, réciproques. On peut citer un exemple, hein, toujours dans le champ aussi du design inclusif, c'est le fait de venir réaliser un échelonnage temporel des floraisons au niveau Mmh. de l'espace public, de manière à créer ce qu'on appellera une forme de signalétique sensorielle qui varie de manière chronotopique là, sur l'ensemble de l'année et qui sert beaucoup d'éléments de repérage pour des populations particulièrement vulnérables comme des Alzheimer par exemple. Alors sur la question du design actif, de façon très Mmh, très concrète, mmh, ça peut prendre quelle forme? J'ai souvenir, que tu m'aies mmh. parlé du positionnement, ce qui a l'air tout bête, hein, de l'ascenseur et de l'escalier dans le bâtiment. C'est-à-dire Oui, si on rentre dans un bâtiment, que la première chose qu'on voit, c'est oui, l'ascenseur, on va le prendre, tout à fait. et que si l'escalier est un espèce de sombre goulot d'étranglement qui ne sert que pour évacuer en cas d'incendie, bah, Ouais. forcément on n'est pas poussé à l'utiliser. Exactement, ça c'est l'exemple un peu canonique, iconique du design actif dans sa déclinaison sur l'espace bâti, sur l'architecture. Après, même sur l'espace urbain, on a beaucoup de dispositifs qui incitent beaucoup plus fortement les piétons à se mouvoir. On a quelque chose qui est largement pratiqué maintenant sur les projets d'aménagement, mais dont il est prouvé scientifiquement que ça incite beaucoup plus à la marche, qu'il y a beaucoup plus de qualité d'usage. C'est par exemple la continuité du revêtement, Mmh. être plutôt dans une ville où la voiture traverse la voie piétonne que dans une ville où on traverse enfin, la voie routière, quoi. Voilà. On revient une Ça, fois de ne plus serait-ce que d'un à point de vue cognitif, ça incite beaucoup bien sûr. plus à marcher. Ou Mm. ou 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 de façon un peu contre-intuitive, la Mm. présence de bancs, Oui. incite à marcher et notamment quand on a, Ah oui, oui. certaines fragilités. Donc beaucoup de pistes là-dessus qui restent, Mm. vraisemblablement être pleinement appropriées sur Mm. l'ensemble des projets urbains, mais y Tout à compris fait. sur la gestion quotidienne de la ville. Mm. Merci Simon pour cet échange sur à la fois sur Merci. les enjeux de santé et l'urbanisme favorable à la santé. Je pense qu'on aura évidemment beaucoup de choses à échanger sur ce Mm. thème-là. Est-ce que, Mm. Simon, pour finir, tu aurais un conseil de lecture pour les auditeurs sur ce thème Alors, ou un autre d'ailleurs? alors oui, oui, j'en ai Alors un seul. plusieurs. J'en ai plusieurs. Bon, déjà, vous pouvez aller voir dans les publications qui ont été réalisées sur la Fondation et notamment On l'ouvrage manquera pas de Bien mettre les vivre liens. la ville vers un urbanisme favorable à la santé. Mmh. Vous pouvez enfin, consulter aussi des publications un peu plus anciennes, mais qui sont très intéressantes, réalisées par le CCA. C'est le Centre canadien d'architecture, qui, en fait, suite à l'épidémie d'ailleurs du SRAS, hein, je crois en 2009, avait fait tout un panel de recherches très intéressantes sur les liens entre architecture et santé. Et donc là, il y a un très bon bouquin que je vous conseille qui s'appelle En imparfaite santé et qui prend vraiment avec beaucoup de subtilité cette question de la santé. Et plus récemment, et après je m'arrête promis, c'est de manière plus opérationnelle, on a le guide Isadora qui est sorti et qui est voilà, un ouvrage plutôt méthodologique sur comment décliner de manière plus opérationnelle l'urbanisme favorable à la santé sur les projets, qui a été rédigé en partie par le HESP, si je ne me trompe pas, et qui est voilà, une vraie mine d'informations pour aller justement dans cette subtilité dont on parlait tout à l'heure. Parfait. Bah, écoute, merci beaucoup Simon pour cet échange. Alors, bah, il y a pas mal de questions hein, qui ont défilé dans le chat. Avant de laisser la parole directement à Emma qui pourra poser sa question en live, je vais d'abord poser celle d'Isabelle qui n'a pas de micro, qui voulait savoir un peu les villes exemplaires là-dessus, qui ont mis en place cet urbanisme favorable à la santé et surtout s'il y a eu aussi des études
faite sur les impacts des aménagements, enfin des projets d'aménagement pour la santé qui seraient fiables, etc. Voilà. Alors, en fait, je dirais qu'on n'a pas de ville exemplaire avec une démarche holistique de la santé sur l'ensemble des aspects. Pour autant, on a maintenant le réseau des villes santé qui est constitué et où le but, c'est justement de faire ce retour d'expérience sur des expérimentations qui sont menées sur différents champs de la santé. Ça peut être les nouvelles offres de soins où on vient hybrider de la téléconsultation avec des maisons de quartier, avec voilà, des maisons de santé, comme ça peut être plutôt à l'échelle de Stockholm, justement sur cette notion de marchabilité sur l'espace public, où ils étaient plutôt effectivement en pointe sur ce sujet, ou encore, comme la ville de San Francisco, plutôt sur la question de l'urbanisme tactique, l'acupuncture urbaine, on a encore ce vocabulaire de la santé qui a été réalisé. Mais aujourd'hui, je dirais que c'est finalement en capitalisant sur toutes ces expériences-là qu'on arrive à nourrir une réponse singulière qui sera toujours différente en fonction du contexte. Chaque ville a sa propre personnalité en matière de santé, donc les réponses sont a fortiori différentes, y compris d'un point de vue organisationnel. Donc, une fois de plus, des réponses contextuelles et peut-être pas d'exemplaires ou de leaders, mais plein de démarches. Et par contre, il y a un réseau qui permet de capitaliser tout ça. Il y a une façon il y a des conseils à donner aux auditeurs sur des choses à suivre, des démarches à suivre, Alors, vous pouvez aller effectivement sur le site internet du réseau Ville Santé, qui est quand même assez fourni en publication. On a des retours d'expérience et ça va vraiment de l'échelle stratégique, on va dire de la stratégie à l'usage. Donc, c'est assez riche. Moi, je m'y réfère assez souvent. D'accord. Et donc, c'est un réseau international? Oui, tout à fait. D'accord, très intéressant. Juste pour se dire, il y avait 4 villes françaises, je crois, en 2009. Maintenant, je n'ai pas compté récemment, mais ça dépasse les 200. Donc, c'est quelque chose qui est quand même que les villes commencent à s'approprier de manière très forte. Parfait. Frédéric? Emma Villamam avait une question directement en live. Donc, normalement, vous pouvez rallumer votre micro, Emma. Emma, qu'on va saluer, puisqu'on a eu l'occasion de lui donner la parole dans le manifeste récemment. Oui, bonjour, merci, vous m'entendez bien? Alors, on ne te voit pas, mais on t'entend très bien. Oui, je vais peut-être mettre ma caméra juste Parfait. pour le contact social en même temps. Bonjour, merci beaucoup Sylvain Simon pour cette intervention. Donc moi, je suis docteur en neurosciences et je travaille justement sur les problématiques de santé mentale à croiser avec les réflexions urbaines. Et donc ma question, c'était que, comme vous et comme l'objet de ce webinaire, je suis assez convaincue de l'intérêt d'intégrer les problématiques de santé physique, mentale, collective au projet urbain, mais ça nécessite du coup de pouvoir croiser les expertises et d'avoir autour de la table différents profils et des non-experts de la ville, comme moi par exemple. Alors c'est un challenge, je pense, qui vaut vraiment le coup. On voit lorsqu'on arrive à intégrer un projet urbain qu'on est capable de faire des recommandations qui sont des alternatives à ce qui peut être fait en prenant en compte le fonctionnement du cerveau, du comportement humain. Est-ce que vous ressentez que l'intérêt grandit à ce sujet? Moi, en tant que nouvelle personne dans le monde de la ville, je sens qu'il faut encore se faire sa place dans un monde très siloté quand même, en France comme ailleurs, mais voilà. Est-ce que vous sentez que c'est de plus en plus facile d'intégrer ces problématiques? Alors, on sent effectivement une dynamique assez positive sur la question d'urbanisme favorable à la santé mentale, même si c'est vrai que comme je l'indiquais, la formule n'était pas forcément heureuse, que pour moi c'était encore quand même dans l'angle mort de la ville, surtout quand on regarde les enjeux aussi en termes de santé mentale pour la ville de demain avec le vieillissement de la population, où on estime qu'il y aura plus de 20% des passants, des piétons qui seront dans des états de fragilité mentale très élevés dans un futur proche avec effectivement tout ça. Donc sûrement que les réponses et l'enthousiasme n'est pas encore à la hauteur des enjeux, ça je le partage tout à fait. Et après, sur l'idée de mettre dans le tour de table des spécialistes et des nouveaux acteurs le plus en amont du projet,
parce que si on les fait venir trop tard, de toute façon, ça n'a absolument aucun intérêt. Moi, je suis bien sûr très, très favorable. L'idée, c'est pas non plus d'avoir une armée de Mexicains pour tous les projets, hein, c'est pas du tout ça l'idée, mais c'est plutôt quand il y a un enjeu du territoire qui est très singulier sur cet aspect-là, bien sûr, faire venir un expert, c'est très intéressant. On a travaillé nous, assez récemment sur un quartier où c'est plutôt sur des questions de nuisance acoustique et faire venir une experte en paysage sonore sur des projets comme ça a été tout à fait bénéfique, même pour le projet. Le projet, je pense, ne serait pas dessiné de la même manière sans cette expertise sur ce qu'elles sont. C'est-à-dire pas juste l'absence de bruit, mais vraiment une vraie richesse aussi là-dessus. Donc je pense qu'on peut composer avec des richesses similaires sur le champ des neurosciences, où moi, je ne suis pas très, très sachant, malheureusement. Oui, d'ailleurs, même sur cette… Pardon, Vas-y, je dis juste un mot, mais par exemple, sur la question des nuisances sonores, on sait que quand on voit de la nature par la fenêtre, subjectivement, l'impression de bruit diminue. Donc même, ce serait intéressant de croiser les expertises. Mais merci beaucoup pour la réponse et je coupe tout ça. Non, merci à toi. Peut-être un petit point là-dessus sur la question des constats et des enjeux de santé mentale. C'est quand même quelque chose, alors au-delà des impacts à venir du vieillissement, d'ores et déjà aujourd'hui, cet enjeu-là et la présence de fragilité d'une partie importante de la population est globalement pas ou peu compris et pris en compte par les politiques publiques ou les politiques urbaines générales. Oui, tout à fait. C'est l'angle mort, je le Je redis. ne sais pas si on a des éléments de données sur certains territoires. Il me semble qu'il y avait eu des travaux faits sur Marseille. Je ne sais pas si tu as des… Oui, alors je les ai plus exactement en tête, mais heureusement qu'on a des territoires qui commencent à s'intéresser à ces questions, parce que vu ce qui nous attend là dans les 3-4 ans, c'est important de progresser sur ces notions-là dans la dimension inclusive qu'on a présentée juste avant. Donc, l'adaptation de la ville, ce n'est pas que au Covid-19 ou au Covid-20. Non, surtout pas aussi, que. Voilà, c'est aussi à des grandes tendances, pour le coup, qu'on connaît, mais finalement qu'on feint de ne pas voir, ou en tout cas aujourd'hui, ces questions du vieillissement et tous ces impacts dans tout le panel et du bien vieillir en ville, c'est aujourd'hui aussi un sujet qui est finalement assez peu traité par nos politiques publiques. Et il faut accepter de le traiter de façon non manichéenne et avec subtilité. C'est-à-dire en y associant aussi du temps d'analyse avec des gens effectivement dont c'est le métier. Pourquoi pas aussi avoir des gérontologues dans des équipes de temps en temps aussi pour avoir cette vision-là. Il y a beaucoup plus de subtilité qu'on peut entre vieux, jeunes, etc., que l'on peut en supposer. Voilà. Alors, on reviendra sur ce sujet-là prochainement. Je crois qu'on a prévu ça au mois de septembre, Frédéric. C'est ça. Je te laisse reprendre les questions. Oui, alors Lucie, vous pouvez allumer votre micro du coup. Il y avait une question de Lucie Végrine. Normalement, c'est bon. Ok, bonjour à tous, merci de me donner la parole. On a vu émerger pendant ce confinement des actions de solidarité entre divers acteurs à l'échelle d'une ville ou à l'échelle d'un territoire pour préserver la santé et faire face à cette crise. Par exemple, un EHPAD, une association, une mairie, une collectivité, une start-up des medtech qui collaborent. Est-ce que dans votre fondation, vous avez observer et étudier certaines de ces initiatives? Est-ce que vous en accompagnez certaines? Quelles leçons en tirer et comment les prolonger? En fait, justement, cette coopération dans le milieu de la santé à l'échelle territoriale. Alors, c'est une très très bonne question et c'est vrai qu'on le disait tout à l'heure que l'heure était plus à l'observation quelque part qu'à la conclusion. Et c'est pour cette raison que en ce moment là, on est plutôt dans une forme de collecte d'informations. Alors vis-à-vis de professionnels de santé ou de grands experts de la santé, dont certains étaient sur le front, et notamment par exemple le professeur Nizri là, qui a réalisé pour nous une série de vidéos que je vous invite à voir là, sur le site de la Fondation. Cette collecte, aujourd'hui, on n'a pas pris le temps encore de la digérer complètement. Un autre sujet qui est peut-être pas encore sous le feu des projecteurs non plus, on parle beaucoup de ces territoires vulnérables et de la situation de gestion même du Covid au jour le jour. La question de certaines populations, notamment les étudiants, pendant cette crise est aussi très intéressante sur les impacts et sur comment repenser la ville pour l'étudiant demain pour éviter
les forts troubles pour ces populations qu'ont pu occasionner le confinement. Je dirais que voilà, aujourd'hui, on n'a pas ce retour critique par rapport aux initiatives qui ont été menées, même si il y a eu énormément de choses très intéressantes qu'on a pu lire sur le sujet, et notamment sur le volet sanitaire. L'idée, par exemple, de pouvoir doubler les capacités d'accueil d'un service d'urgence à l'aide de dispositions finalement assez simples, de la construction modulaire rapide, qui est aussi écologique. Voilà, ce sont ce type d'initiatives, là, par exemple, comme Hospicam, qui sont assez intéressantes et que je vous recommande de parcourir. Donc, pas mal d'initiatives sur le domaine de la santé, pas mal d'initiatives en soi. Je pense que ça a aussi, cette période-là, montré qu'on pouvait avoir des formes d'appropriation, d'improvisation, de bricolage par des petits acteurs ou des gros acteurs, dans un sens ou dans l'autre. L'exemple des pistes cyclables temporaires, c'est sans doute l'exemple le plus emblématique et le plus visible. Mais il y a eu tout un foisonnement de petites initiatives dont sans doute il faudrait vraiment qu'on en garde dès maintenant mémoire pour capitaliser dessus. Moi, je pense notamment, par exemple, aux paysans qui ont réemployé le terme de drive, donc récupérer finalement le vocable des supermarchés pour installer des drives paysans en lieu et place des marchés. C'est des formes de redistribution des cartes qui sont intéressantes. Je pense qu'il faudra qu'on s'en souvienne en soi et qu'on se souvienne aussi qu'on est capable, dans ces moments-là, d'improviser et de bricoler, et que finalement, c'est aussi une grande force et un élément de résilience important. Frédéric ? Oui, je vais faire une question un peu synthétique parce que c'est un sujet qui est revenu plusieurs fois dans le chat. Évidemment, donc il y a cette peur du retour à la campagne, c'est la grande question. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour redonner une image positive et saine de la ville? Peut-être revenir sur le constat d'abord. Est-ce que pour toi, on a désavoué la ville, ou en tout cas dans le cœur des Français, déjà, et comment restaurer les choses? Moi, j'ai surtout beaucoup lu sur ces questions un peu du désaveu de la ville. En fait, finalement, la question qui revenait beaucoup, c'était est-ce que la ville dense, finalement, est intrinsèquement défavorable à la santé, dans le sens qu'en épisode épidémiologique, elle peut beaucoup plus facilement être un foyer d'infection important. Pour moi, c'est pas un désaveu de la ville. Et on attendra d'avoir les chiffres un peu complets, mais je pense que la ville dense offre aussi beaucoup de résilience, comme ce qu'on vient de dire avant. Et surtout, il faut s'attacher à bien définir la densité, finalement. Est-ce qu'on parle de densité d'habitants à l'hectare? Est-ce qu'on parle de densité bâtie? Est-ce qu'on parle de densité piétonne sur l'espace public? Tant qu'on n'aura pas une claire définition de ces choses-là, c'est difficile de prétendre, comme on peut le lire dans certains articles, à une forme de densité optimale, que ce soit d'un point de vue écologique, que ce soit d'un point de vue sanitaire. Moi, je pense qu'aujourd'hui, même la ville dense en elle-même, elle a encore beaucoup de résilience inexploitée. On l'a vu sur l'espace piéton, qu'on peut demain sans doute aboutir à une densité piétonne qui sera beaucoup moins favorable à une propagation infectieuse si on rééquilibre ces surfaces. Toujours est-il que sur cet indicateur infectiologique et du Covid, on ne peut nier le fait que quand il y a plus de personnes, il y a plus de risques, et ça c'est évident. Et donc, il faut que ce soit l'un des entrants de nos conceptions. On voit aujourd'hui, par exemple, que le métro est beaucoup pointé du doigt. C'est devenu quelque part un peu l'exemple du risque infectieux, alors que c'est un axe de résilience passionnant pour les villes, que ce soit en termes de logistique urbaine, que ce soit en termes aussi de déplacement décarboné. Il faut que dans la conception de ces espaces-là, au travers de la ventilation naturelle, au travers de pas mal de choses, on puisse se construire son propre scénario également épidémiologique, et qu'on en tire les conséquences. Pour finir là-dessus, parce que c'est vrai que c'est une question assez récurrente et qu'on me pose très souvent, moi je pense qu'on ne peut pas faire fi du déjà là de la ville. De toute façon, voilà, la ville de demain, c'est la ville, elle est à 98% déjà là, quoi, quelque part. Et donc, quelque part, c'est ce déjà-là qu'on doit exploiter et qu'on doit améliorer en priorité.
il y a plusieurs articles qui sont sortis, notamment ceux qui prenaient, on va dire, vraiment le jeu d'une densité beaucoup plus répartie sur le territoire et qui aboutissait à des conclusions qui faisaient peur en termes écologiques sur le gonflement de certaines agglomérations et puis surtout du neuf par rapport à une rénovation qui est toujours bien moins carbonée sur le volet écologique en tout cas. Après, je ne donnerai pas tort à ceux qui veulent une reconnexion avec le végétal et quelque part une réconciliation avec le temps long et avec ces choses-là. Moi-même, je suis concerné par ça. Mais est-ce qu'on ne peut pas interroger plutôt la place de ces choses-là dans nos villes et les voir aussi comme un axe de résilience très important? Par exemple, on a parlé aussi beaucoup pendant cette épidémie des vagues de chaleur et de la mortalité des vagues de chaleur en comparaison avec le Covid, avec cette intensité qui était même supérieure pendant les vagues de chaleur. Aujourd'hui, on a dans les grandes villes denses, notamment méditerranéennes comme Marseille, on a eu des taux de mortalité de ces vagues de chaleur bien inférieurs, qui est lié aussi à une forme de solidarité qui est amenée aussi par ce tissu urbain dense où on connaît son voisin, donc on prend soin de lui, quoi, quelque part. Et je pense que comme on sera plus vulnérable, on aura quand même tout intérêt à rester assez, à connaître ses voisins, voilà. Ah oui, donc c'est la question de vulnérable à quoi et résilience à quoi, parce qu'il n'y a pas que le Covid-19, on le redit. Ouais. Et puis après aussi, bien poser les constats. On travaille sur une synthèse d'un différents papiers, différentes études qui sortent un peu du scope d'une forme de slogan sur cette revanche de la campagne, qui bien souvent identifie la ville dans sa globalité à une rame de la ligne 13 du métro parisien. Voilà, il y a d'autres natures de ville aussi, et peut-être que quitter Paris n'est pas quitter la ville en soi. Après, ce qui n'empêche pas aussi d'avoir une vraie réflexion sur les territoires ruraux qui aujourd'hui, c'est vrai, on peut reconnaître ça comme côté positif, c'est que ça met le projecteur un peu sur ces territoires ruraux qui d'habitude sont un peu ignorés de toutes les stratégies urbaines. Ça, c'est plutôt positif aussi de voir en fait ces liens urbains et ruraux dans cette société bas carbone dont on fait le vœu. Quelle complémentarité, quel juste équilibre entre ces choses-là. C'est des questions bien sûr passionnantes qu'il faut poser. Si on sort de cette question de la lutte contre ou de la revanche pure, qui a tendance un peu à stériliser les débats, ou en tout cas à ne pas permettre de sortir vers le haut. Toute approche mono-indicateur conduit à des choses assez désastreuses de manière générale. Alors, on a encore quelques minutes, Frédéric. Alors, il y a une question sur les espaces publics à l'heure de la distanciation physique. Comment les concevoir? Est-ce qu'il faut tout agrandir? Est-ce qu'il faut mettre du plastique sur tout le mobilier? Voilà. Comment est-ce que vous voyez ça? De la même manière, je vais être très décevant sur cette conférence parce que je ne pense pas avoir bien sûr la réponse à cette question. Et je pense que la réponse sera différente, bien sûr, en fonction des typologies, des contextes et des choses comme ça. On a quand même donné là quelques clés qui sont assez intéressantes. Surdimensionner l'espace public n'est certainement pas la solution non plus. Attention, parce que je ne veux pas non plus qu'on se dise ça. Mais c'est plutôt dans cette forme de flexibilité entre le temps long et le temps court qu'on peut trouver des axes de résilience qui sont intéressants. C'est peut-être pas tout dessiner tout de suite ou tout construire tout de suite pour que ce soit adapté au Covid. C'est peut-être imaginer des scénarios alternatifs où on vient adapter les choses très rapidement, piétoniser sans que ça bloque tout, etc. Des dispositifs comme ça, un peu comme ce qui a été fait dans le centre-ville de Montréal, là, sur les grandes rues passantes, où à un moment la densité piétonne était telle parce que tous les commerces intéressants et de proximité sont vraiment centralisés à cet endroit-là. Ils ont mis en place effectivement une forte piétonisation de cette voie-là. Ils ont interdit le stationnement et quelque part avec un peu de bricolage, ça s'est quand même assez bien passé in fine. Donc c'est pas tant la quantité d'espace public que sa répartition, mais aussi sa souplesse, sa capacité à varier dans le temps, parce qu'on refait la rue tous les 30 ans, mais les usages, eux, ils changent en continu. Peut-être, est-ce que tu pourrais revenir sur cette question de l'espace public particulièrement sur cette place du végétal dans l'espace public? Tu as un petit peu abordé le sujet au début, y compris sur la vue de ta fenêtre. On avait pu partager ça aussi, cette fascination de voir en continu derrière son écran et la fenêtre Zoom aussi du végétal qui pousse et pouvoir le voir en continu. Certes, c'est quoi la force et l'importance de ce végétal-là? Qu'est-ce qu'on peut en tirer d'ailleurs? En fait, c'est vrai que d'un point de vue scientifique, là, on ne compte plus même les études qui promeuvent vraiment
le bien-être que peut procurer le végétal. Peut-être l'une des études pionnières, c'était celle de Roger Ulrich, qui était justement médecin et qui a fait le constat que les patients dont la chambre donne sur un espace arboré, ils avaient tendance à soit se rétablir de manière la plus rapide, soit en tout cas de consommer moins d'antidouleurs. Donc ça, c'était une première, on va dire, métrique assez intéressante, scientifique, qui souligne que quelque part, la valeur de l'arbre dans un hôpital, on la sous-estime même encore aujourd'hui, hein, parce que parfois c'est un peu le parent pauvre du projet, entre guillemets. Une fois que ce constat-là est réalisé, toutes ces recherches aujourd'hui sont concentrées dans ce qu'on peut appeler le design biophilique. Et bien sûr qu'en fonction de ce qu'on essaie de procurer hein, comme effet ou comme relation avec les individus, on ne va pas composer les choses de la même façon. Ce qu'on peut regretter sur cette question du végétal en ville et notamment sur l'espace public, c'est que ça devienne finalement un élément un peu de recette qui est régi par des coefficients de régulation thermique, de biotope, hein, qui sont par ailleurs assez intéressants, mais que parfois on peut faire fi malheureusement d'un sol et de caractéristiques écologiques. On est toujours dans ce vieux fantasme du jardin d'Éden ou de cette végétation quelque part assez luxuriante, mais sans regarder forcément les choses finement par rapport à un contexte. Finalement, on a beaucoup d'espaces en friche qui ont déjà des qualités écologiques intrinsèques, où on a un sol qui est fertile. Un sol fertile, ça met énormément d'années à se développer et qu'il faut, à l'heure des priorités, je pense, allumer en premier lieu. Ah oui, redonner du sens, et c'est pas que la présence de végétal. Il n'y a pas que la peau, il y a aussi toute sa profondeur, son épaisseur, avec la place donnée au sol. Je ne sais pas s'il y avait encore des interventions. Si, il y en a plusieurs, mais on peut en garder une là quelqu'un qui demandait si on pouvait revenir un peu sur ce lien. C'est moi qui fais du bruit. Sur ce lien entre vulnérabilité des individus, santé et aménagement des rez-de-chaussée. Tu as abordé ce sujet-là, en effet, dans l'entretien. Oui. Alors, c'est vraiment des pistes de réflexion à ce stade, mais c'est vrai que on a mené nous plusieurs expérimentations en lien avec la Fondation Abbé Pierre et Emmaüs Habitat, justement sur le fait d'interroger la vulnérabilité du territoire au sens de cette population existante, ce déjà-là humain là, qui compose la ville. Et ce qu'on a constaté, alors c'est peut-être encore qu'un constat, hein, c'est pas encore totalement un manifeste ou une forme de processus, c'est que finalement, en interrogeant les vulnérabilités des uns et des autres, on trouvait de bons vecteurs pour créer des hybridations programmatiques, notamment sur ces fameux rez-de-chaussée. Hein. Marc Amango, qui est à la Fondation, parle du syndrome des rez-de-chaussée, qui est toujours l'endroit qu'on n'arrive pas vraiment à habiter. Et on peut en donner plusieurs exemples, notamment le fait, par exemple, d'hybrider deux thématiques comme la question de l'agriculture urbaine et de la réinsertion. Donc ça, à travers des projets de pension de famille là, avec Emmaüs Habitat, on a eu l'occasion de travailler sur cette question. Sur d'autres programmations un peu plus extravagantes comme des burn-out hôtels ou des choses comme ça un peu plus spécifique, sur l'idée d'écosystème alimentaire aussi que l'on vient interroger au niveau de ces rez-de-chaussée d'immeubles, fameux tiers-lieux chronotopiques, où on peut trouver aussi un hébergement d'urgence pour certaines populations, en tout cas avoir un lieu comme ça, un abri ponctuel. Je tiens à souligner d'ailleurs, c'est vrai qu'on a eu pas mal de chaînes d'hôtellerie et de restauration qui ont ouvert leurs locaux à pas mal de populations vulnérables là, pendant le confinement, et ça c'est quand même à souligner. Mais on se dit que voilà, pour ces rez-de-chaussée dont une partie est quand même vide une grande partie du temps, il y a sans doute des complémentarités d'occupation et des hybridations à trouver en se posant cette question de la vulnérabilité de manière plus sensible. Et donc aussi travailler des fonctions sociales de ce socle, exactement. Ce socle de la ville qui est quand même aujourd'hui hyper interrogé. Hein. Okay. D'autant plus là que, en effet, la question du commerce à trouver est de plus en plus, et une fois de plus reposée. Hein. On va avoir aussi un certain nombre de fermetures et de remise en cause. L'ensemble de ce socle
qui est tellement important pour nos espaces publics et faire finalement ce qu'est la ville, c'est cette animation et, qui sont re-questionnés. Donc là, il y a un gros boulot à faire Oui, non, mais là-dessus. tu as raison de le dire, hein, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup du confinement et du déconfinement, mais on a encore beaucoup de villes intermédiaires où on ne voit pas de grande différence entre le confinement et le déconfinement en termes de vie sur l'espace public. On a ce spectacle un peu désolant des commerces, de pieds d'immeubles qui sont fermés, où on met des trompe-l'œil à la place ou des dispositifs un peu comme ça pour créer une forme d'animation. C'est assez désespérant, quoi. Quelque part, il faut aussi regarder l'avant-confinement, quoi, sur ces espaces qui étaient vides avant aussi. Oui, oui, sans doute. Et il y a un effet d'accélération à la fois Mm. de pistes intéressantes en termes d'initiatives ou autres, mais aussi de tendances lourdes qui étaient déjà problématiques, qui sont liées à la fois à la pandémie, à nos réactions et à nos modes de gestion à cette pandémie-là. Frédéric, est-ce qu'il y a encore une dernière intervention? Une dernière d'Isabelle qui demande si le biomimétisme est un axe dans vos recherches à la Fondation. Alors, je dirais qu'aujourd'hui, malheureusement, pas vraiment. C'est-à-dire qu'on n'a pas un axe ou un thème de recherche spécifique qui est porté sur le biomimétisme. Toutefois, il est présent quand même en filigrane dans certaines de nos recherches. Et d'ailleurs, c'est plutôt du biomimétisme d'organisation que du biomimétisme de matériaux ou de formes, hein. Pour ceux qui connaissent un peu ces questions de biomimétisme, on a, et là, bon, c'est vraiment du Jean-François Capaille dans le texte, qui est le président de la Fondation, donc je ne veux pas m'approprier ces termes. On mettra les guillemets sur l'écran, il n'y a pas de souci. On s'intéresse vraiment à cette notion de perma-urbanisme, hein, quelque part, sur la question de grouper ces savoirs qu'on peut avoir sur la permaculture et sur une forme effectivement de permanence de la culture, et l'aspect chronotopique de ces rez-de-chaussée ou de la ville, quoi. Une ville qui est occupée de manière permanente, de la même manière, voilà, qu'on a cette ville des 15 minutes, là, dont on a beaucoup entendu parler. Cette ville où on a cette vision sur la qualité d'usage et le nombre d'heures utilisées, et qu'on prend conscience des complémentarités d'utilisation temporelle possibles, c'est très similaire au fait d'avoir pas de la monoculture sur un sol, quoi. Donc, en tout cas, cette analogie nous plaît, et je me doute qu'on pourra se servir des outils qui sont utilisés en permaculture aussi pour avoir des représentations de cette chose-là. Sans doute, oui. Donc, ce principe de perma qui est un espace, plusieurs usages, Ouais, c'est quand même une des bases et un des enjeux clés sur la résilience, hein. C'est cette forme de sous-optimisation qui fait que, quoi qu'il arrive, il peut se passer des choses. Merci beaucoup, Simon, pour cet échange. Je vais remercier les participants qui ont été nombreux de bout en bout. C'était un format pour nous nouveau. Je pense que, en tout cas, de notre côté, on peut dire que c'est concluant. Merci beaucoup à chacun. On ne manquera pas d'envoyer aux participants les différents liens, notamment les éléments que tu as pu citer. Et on est preneur pour l'ensemble des participants de vos retours sur le format, l'organisation, au-delà du contenu, pour les prochaines éditions. Et donc, pour ne pas louper les prochaines, je pense que sur la question alimentaire, on va essayer dans quelques semaines de retravailler. Je pense qu'il y aura encore quelques sujets. Un dernier mot pour toi ? Oui, juste vous dire que sur le contenu également, hein, si vous avez des réactions, des questionnements, des compétences, on a parlé tout à l'heure de neurosciences et autres, nous on est bien sûr très ouverts à ça, hein. Je rappelle que le travail de la Fondation est dans le domaine public et qu'on a à cœur de diffuser tout ce qui pourrait être produit. Alors, on mettra les liens et on fera les je te remercie personnellement aussi, Sylvain, pour cette expérience-là qui était très chouette. Mais merci à toi. À bientôt. Merci beaucoup. Et n'hésitez pas, on vous enverra le lien à vous inscrire sur la newsletter de Dixit pour poursuivre la suite de nos aventures. Merci à vous.